Eh bien, d'abord, je suis très très heureux de me retrouver ce soir avec vous, même si je dois dire que hier soir j'étais un peu moins heureux lorsque je me suis aperçu qu'on avait une journée chargée au comité aujourd'hui et que ce thème de la société civile, que je côtoie pourtant depuis longtemps, m'apparaissait une fois de plus compliqué, embrouillé. Avec des enjeux théoriques extrêmement complexes et que, une fois de plus, je ne savais pas très bien comment le prendre. Donc à ce moment-là, je me suis maudit moi-même d'avoir accepté. En revanche, je garde l'immense reconnaissance à Laurence Boisson de Chazon de m'avoir proposé cette conférence qui puisait dans le cadre de l'ESIL, de la Société européenne de droit international. J'ai évidemment accepté d'une part parce qu'effectivement c'est un sujet qui me tenait à cœur, d'autre part parce que c'était Laurence Boisson de Chazon qui me le demandait et qu'elle a elle-même beaucoup écrit et beaucoup contribué sur cette question, et puis que par ailleurs je lui dois aussi beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans cette ville et même dans cette université. Alors mon intérêt pour cette question de la société civile internationale est effectivement un peu ancien. Il est né lorsque je représentais moi-même une organisation non gouvernementale, la FIDH, dans le cadre d'un groupe de travail du Conseil économique et social des Nations Unies qui se réunissait à New York et qui était chargé de négocier la réforme du statut consultatif des ONG auprès du Conseil économique et social de l'ECOSOC. Ces négociations allaient aboutir à la résolution 96/31 qui régit aujourd'hui les relations consultatives entre les organisations non gouvernementales et le Conseil économique et social et les organes qui en dépendent, dont par transposition le Conseil des droits de l'homme qui siège ici à Genève. Ces négociations elles avaient été engagées après ce qu'on a appelé le Big Bang des ONG, ce que certains ont appelé le Big Bang des ONG au début des années 90, en particulier lors de la conférence mondiale des droits de l'homme qui s'est tenue à Vienne. Big Bang parce que c'est la première fois qu'on voyait autant d'ONG nationales se précipiter pour participer à un forum de discussion internationale. Cette irruption des ONG nationales était nouvelle. Elle suivait l'émergence ou la renaissance des sociétés civiles au sud et à l'est. Elle dérangeait les habitudes de la plupart des ONG internationales, pas de toutes, mais en tout cas de ces ONG internationales qui, depuis de nombreuses années, trônaient dans les hémicycles de New York et de Genève et qui avaient une sorte d'exclusivité de représentation des intérêts locaux ou nationaux, de leurs constituencies, comme on dit, dans les organisations internationales. Il y avait donc comme une sorte d'ambiance de nuit du 4 août lors de cette conférence mondiale de Vienne. Jusque-là, effectivement, seules les ONG internationales avaient accès aux organisations internationales. Et la revendication principale qui a poussé la réforme du statut consultatif, c'était précisément cet accès des ONG nationales, parce que les ONG nationales, à ce moment-là, ont réclamé leur droit d'accéder, de venir porter elles-mêmes leurs revendications, de venir faire leur lobby elles-mêmes dans les couloirs du Palais des Nations, transmettre leurs messages aux diplomates, utiliser elles-mêmes les mécanismes, et notamment les mécanismes de protection des droits de l'homme. Alors, à la lumière de ces souvenirs, qui sont pratiquement des souvenirs d'anciens combattants, j'en ai bien conscience, on peut se poser la question, et surtout les plus jeunes qui sont nombreux ici peuvent se poser la question légitime de savoir si la société civile n'est pas, au fond, un phénomène passé de mode, un phénomène qui aurait appartenu à cette ancienne époque des années 1990, une sorte de phénomène fin de siècle. So 90s, pour paraphraser So 90s, la société civile, pour paraphraser le titre d'une conférence ironique, mais toujours critique, on ne s'en étonnera pas, de Marty Koskenemi à propos des droits de l'homme. C'est Human Rights, so 90s. Le rapprochement, je dois dire, n'est pas sans pertinence, parce qu'il y a évidemment une corrélation, une concomitance, une corrélation entre
la montée en puissance, l'ouverture des sociétés civiles nationales, en particulier au sud et à l'est, dans le fil des processus de démocratisation au début des années 90, et l'expansion du thème des droits de l'homme. C'est vraiment deux choses, deux phénomènes qui sont tout à fait concomitants. Alors on pourrait se dire, au fond, de la même manière, aujourd'hui, que la régression des droits de l'homme à laquelle on assiste bien, est concomitante de ce qu'on appelle couramment et pudiquement aujourd'hui le rétrécissement de l'espace de la société civile dans beaucoup de pays, effectivement, rétrécissement, voire suppression de l'espace de la société civile dans un certain nombre de pays, sous le coup d'une répression à la fois factuelle et légale, avec un certain nombre notamment de législations aujourd'hui qui restreignent, voire réglementent, voire détruisent totalement les activités des sociétés civiles et menacent leur existence dans un certain nombre de pays. Alors, vous allez me traiter d'optimiste incurable, je préfère l'appellation de pessimiste actif, personnellement, mais il me semble qu'on doit constater que ces régressions se font dans un contexte général d'expansion. Sur la longue durée, des années 90 jusqu'aux années 2010, c'est en effet la généralisation des discours liés aux droits de l'homme et à la société civile qui frappe bien plutôt que le contraire. Un seul exemple, au carrefour des deux mouvements, celui de la société civile et celui des droits de l'homme, la thématique des défenseurs des droits de l'homme. La négociation de la déclaration qu'on appelle aujourd'hui Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme, je ne cite pas le titre entier parce qu'il est trop long, ça prendrait pratiquement toute la conférence. Cette négociation a duré 13 ans. J'ai d'ailleurs personnellement participé aux 4 dernières années, les années 90s de la négociation, qui ont permis d'aboutir à son adoption en 1998. À l'issue de la négociation, le terme même de défenseur des droits de l'homme n'existait pas. On ne parlait pas de défenseur des droits de l'homme, ce n'est pas le terme utilisé dans la déclaration. Il a été forgé après coup par les ONG. Vous savez aujourd'hui que son utilisation est généralisée et que la figure du défenseur des droits de l'homme, figure à la fois médiatique, juridique et symbolique, est omniprésente, et notamment dans les enceintes internationales. Donc il n'y a jamais eu, d'une certaine manière, autant de soutien. Peut-être qu'il n'y a jamais eu autant de persécutions, ou il y a un retour des persécutions à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme, mais il n'y a jamais eu autant de conscience de la nécessité d'accorder des droits et de protéger les défenseurs des droits de l'homme comme garantie, je dirais, du développement d'une société démocratique. Plus généralement, je crois qu'aujourd'hui, il ne viendrait à l'idée de personne de nier catégoriquement, en tout cas de très peu de personnes, de nier catégoriquement le rôle des organisations de la société civile au sein des organisations internationales. En revanche, c'est un constat, je dirais, qui crève les yeux. Il suffit de rentrer dans une salle de négociation, dans les couloirs des organisations internationales, et à peu près dans tous les domaines, il y a quelques domaines, je dirais, peut-être un peu plus régaliens où l'accès est plus compliqué, mais dans pratiquement tous les domaines d'action des organisations internationales, les ONG sont présentes, les organisations de la société civile sont présentes. En revanche, il est intéressant de voir que persiste un discours qui consiste à nuancer, voire à nier la portée, non pas l'existence, mais la portée de cette participation aux travaux des organisations internationales. En substance, la thèse serait que les organisations internationales restent avant tout des mécanismes intergouvernementaux et que les organisations de la société civile jouent au mieux un rôle, pour les moins sympathiques, décoratif, pour les plus flatteurs, un rôle de caution facile aux décisions qui sont en fait fondamentalement préparées et adoptées par les États. Autrement dit, le rôle des organisations de la société civile, j'utiliserai parfois l'acronyme de OSC pour gagner un peu de temps, le rôle des organisations de la société civile dans les organisations internationales est une évidence, mais elle reste largement un impensé du droit international. Et c'est sur ce paradoxe apparent peut-être que j'aimerais avec vous m'interroger ce soir,
Alors je vais, pour ce faire, revenir sur quelques évidences, justement, sur cette évidence qu'est le rôle joué par les organisations de la société civile dans les OI. Et puis ensuite, je reviendrai sur l'impensé, afin d'essayer d'en expliquer les raisons théoriques. Et puis de proposer, si j'en ai le temps, mais sans vouloir abuser de ce temps, peut-être quelques pistes justement théoriques, en tout cas de changement théorique, de changement de cadre théorique pour mieux appréhender ce rôle des organisations de société civile. Alors d'abord l'évidence de ce rôle. Oui, c'est une évidence, il suffit à cet égard de lire les discours qui sont produits par les organisations internationales elles-mêmes. Je vais donc, avec vous, examiner quelques exemples de discours d'organisations internationales pour voir ce qu'elles disent, ce qu'elles ont à dire sur la participation des organisations de la société civile à leurs travaux. Je vais, dans un premier temps, voir comment les OI identifient ou définissent les organisations de la société civile, et notamment par rapport à d'autres types d'acteurs. Et puis, on va ensuite voir comment les OI définissent le rôle que jouent les OSC par rapport à elles. Alors d'abord, identification, définition des OSC. D'abord, il est intéressant de noter qu'il y a eu sur ce plan une double évolution récente qu'il faut noter. Jusqu'au milieu, voire jusqu'à la fin des années 2000, on parlait rarement d'organisation de la société civile. Ça existait, mais on parlait plus volontiers d'ONG, organisation non gouvernementale. Désormais, le vocable organisation de la société civile s'est généralisé. Et ONG n'est plus utilisé que par quelques organisations qui, en général, se réfèrent à un statut qui a été adopté plutôt dans les années 90. Alors, on peut s'interroger sur la cause de cette évolution, probablement due au fait que s'il y a une cause peut-être qu'on peut immédiatement distinguer, c'est que beaucoup d'organisations internationales se sont aperçues que ONG était une catégorie légale, la plupart du temps, renvoyée en tout cas à une figure juridique, et que beaucoup d'organisations avec lesquelles les OI travaillent n'ont pas nécessairement une reconnaissance légale sur le plan national, ne sont pas nécessairement enregistrées, ou alors s'organisent autour, ont des modes d'organisation un peu différents, notamment des réseaux qui existent et qui ne sont pas nécessairement constitués en tant que tels sous une forme juridique. Deuxième évolution intéressante, c'est que les organisations de la société civile sont, encore une fois, si on se reporte au discours des OI, sont de toute évidence de plus en plus perçues comme une catégorie parmi d'autres d'acteurs privés avec lesquels les organisations internationales sont amenées à travailler. Cette évolution est très frappante, et pour avoir suivi un peu cette question dans le temps, je vois véritablement le changement qui apparaît dans le discours des OI. Elle suit probablement, là encore une fois on peut rechercher peut-être des explications, mais elle suit à mon sens la généralisation progressive des relations établies entre les organisations internationales et le secteur privé, les entreprises commerciales, et notamment à la suite de la mise en place par les Nations Unies du pacte mondial, mise en place par le secrétaire général des Nations Unies, qui invitait les entreprises à participer aux efforts, à s'associer aux efforts de l'Organisation des Nations Unies. Il y a eu une généralisation de cette démarche de main tendue des organisations internationales vis-à-vis du secteur privé, ce qui fait que la catégorie ONG est devenue une catégorie à côté d'autres catégories. En fait, il y a d'autres catégories aujourd'hui qui sont identifiées comme telles, à côté de la catégorie des organisations privées, des entreprises privées. L'évolution est très visible. Par exemple, je prends un exemple parmi d'autres, mais il y en a plein. Mais regardez par exemple l'UNESCO. L'UNESCO avait, depuis longue date, un statut consultatif des ONG qui ressemblait un petit peu au statut consultatif auprès de l'ECOSOC. Ce statut a été révisé, alors comme pratiquement tous les statuts consultatifs, à la suite ou concomitamment à la révision du statut consultatif de l'ECOSOC, ce statut de l'UNESCO a été révisé en 1995, donc il y a eu aussi une prise en compte des ONG nationales, etc. Et en 2013,
l'UNESCO a adopté une nouvelle approche intitulée Stratégie globale, centrée sur la notion de partenariat, composée, alors si vous regardez le texte, composé à la fois d'une déclaration générale, donc qui régit ou qui énonce les principes généraux à l'association et au travail en commun avec un certain nombre d'acteurs privés, et, en deuxième partie, des stratégies particulières. Et à chaque type d'acteur correspond une stratégie. Et parmi ces acteurs, vous trouvez les ONG. Et en réalité, la stratégie particulière ONG reprend en grande partie les termes de l'ancien statut consultatif ONG, qui constituait autrefois le cadre exclusif de relations de l'UNESCO avec les acteurs privés. Alors, quels sont les autres partenaires? Donc, il y a le secteur privé, effectivement, avec des objectifs qui sont notamment de financer l'organisation, mais aussi de faire connaître l'organisation, ses travaux. Il y a les donateurs gouvernementaux bilatéraux, il y a les médias, il y a les ONG, il y a les parlementaires, les associations, les universités, et oui. Bref, une série d'acteurs avec, au fond, des intérêts et des légitimités aussi de participation qui sont toutes un peu différentes, des attentes de la part de l'UNESCO qui sont toutes un peu différentes. C'est ce que, au fond, cette liste de types d'acteurs, publics et privés d'ailleurs, c'est très souvent ce que les organisations, ce qu'on appelle maintenant au sein des organisations internationales, en bon français, les stakeholders, on dirait en français les porteurs d'enjeux, les participants. Donc, toutes ces organisations qui ont vocation, qui ont légitimité à participer aux travaux des organisations internationales parce qu'elles ont quelque chose à dire, elles ont quelque chose à apporter, elles ont un apport à faire aux travaux de l'organisation. Alors, on trouve exactement la même évolution dans d'autres organisations, l'UNICEF, par exemple, qui maintenant distingue les partenariats publics, les partenariats privés et les relations avec les ONG. Les organisations de la société civile, d'ailleurs. Donc, il y a 3 types de relations. Le Fonds mondial pour la population, avec divers partenariats stratégiques, etc. Cette évolution est intéressante parce qu'elle permet de voir que les organisations de la société civile ne sont pas comprises comme n'importe quel groupe privé. Elles se distinguent, notamment, du secteur privé des entreprises commerciales. Mais alors, qu'est-ce qui distingue les OSC d'autres acteurs privés? Là, peu d'organisations s'aventurent sur ce terrain. En général, elles se gardent bien de théoriser les distinctions qu'elles opèrent. Toutefois, la palme d'or sur ce plan revient à l'UNICEF. Bravo l'UNICEF qui tente sur son site un essai de définition qui est, à vrai dire, écrit en très mauvais français, mais plutôt réussi quant à sa substance. C'est une espèce de définition, de traduction par un moteur de recherche, comme c'est retransmis, je ne vais pas faire de publicité, c'est une sorte de retraduction littérale de l'anglais. Alors je vous lis quand même le texte. Bon. Il est difficile, alors il commence quand même par un aveu de faiblesse. Il est difficile de définir la société civile en quelques mots, car elle implique différents acteurs à l'intérieur des pays et d'un pays à l'autre, aux fins de partenariat. Aux fins de partenariat, oui, parce qu'il n'y a pas de majuscule après les points, pardon. Aux fins de partenariat, l'UNICEF considère la société civile comme la sphère des associations autonomes, indépendantes des secteurs publics et à but lucratif, et conçue pour promouvoir des intérêts et des idées collectifs. Et alors là, il y a toute une liste de types d'OSC. Je vous renvoie aussi de l'UNICEF. La page est un peu difficile à trouver, mais enfin, avec un peu d'effort, on la retrouve. Les organisations non gouvernementales, les organisations communautaires, les mouvements civiques, les organisations confessionnelles, les groupes de défense et de plaidoyer, les syndicats, etc., etc. Alors, on notera en particulier cette idée d'une double indépendance à l'égard du secteur public d'un côté, l'État, l'administration, et du secteur privé de l'autre. Et aussi cette conception fonctionnelle. Les OSC ont pour fonction de promouvoir des intérêts et des idées collectifs, par opposition à des intérêts privés. Je pense que cette description correspond bien à l'évolution du concept de société civile, je dirais dans le langage commun ou dans la compréhension commune qu'on peut aujourd'hui en avoir. Autrefois, dans le
fil d'une philosophie, la philosophie hegelienne, la société civile renvoyait à tout ce qui n'était pas l'État. C'est-à-dire non seulement les acteurs privés, y compris les acteurs privés de l'économie, mais aussi les citoyens, individuels ou collectifs. Aujourd'hui, cette définition manque de toute évidence son but. Amnesty International, Greenpeace ne peuvent pas être assimilés par leur action, leur but, leur mode d'action à des entreprises privées. C'est évident. Elles appartiennent à une autre catégorie, elles se situent dans une autre sphère. Alors aujourd'hui, la signification la plus courante donnée à l'idée de société civile est avant tout celle de tiers secteur, distinct à la fois de l'État et du secteur privé. Cette position de tiers secteur, qui la situe d'une certaine manière dans une sorte de topologie des organisations, ne suffit pas toutefois à la définir. Les ONG se définissent aussi par la nature de leurs interventions, autrement dit sur une base plus fonctionnelle, effectivement. La société civile promeut et défend des intérêts publics. L'UNICEF utilise le terme de collectif, j'utiliserai davantage le terme d'intérêt public. Une autre organisation d'ailleurs utilise cette différenciation d'intérêt public. C'est-à-dire que les interventions des OSC ont pour objet et pour but de défendre une certaine conception de l'intérêt général sur le plan national, sans doute, mais aussi intérêt général dans leurs interventions devant les OI sur le plan global. Autrement dit, on peut dire que le discours des organisations internationales donne raison à Jürgen Habermas lorsque, dans son ouvrage « Droit et démocratie », paru au début des années 90, il cherchait à définir la notion de société civile. Je vous cite un petit passage de « Droit et démocratie » de Jürgen Habermas. « Le cœur de la société civile, dit-il, est donc constitué par un tissu associatif qui institutionnalise dans le cadre d'espaces publics organisés les discussions qui se proposent de résoudre des problèmes surgis concernant les sujets d'intérêt général. » On retrouve exactement cette idée d'institutionnalisation dans un espace public de problématiques d'intérêt général. De tels tissus associatifs, poursuit-il, forment le substrat organisationnel de ce public général, pour ainsi dire issu de la sphère privée, constitué de citoyens qui cherchent à donner des interprétations publiques à leurs expériences et à leurs intérêts sociaux. Je vous transmettrai la phrase. Le langage d'Habermas est parfois un petit peu compliqué dans sa structure. Mais grosso modo, que nous dit Habermas? Exactement ce que nous dit l'UNICEF, fondamentalement. La société civile, ce sont des individus comme vous et moi, mais qui s'organisent et qui essayent de traduire leurs expériences sociales pour produire un discours qui va être retransmis dans une sphère publique, dans un espace public qui va être un lieu de discussion, d'échange d'idées et en réalité de formation, non pas simplement de l'opinion, mais aussi de ce qu'on pourrait appeler, pour prendre des catégories classiques, la volonté générale, et qui prépare en réalité la décision politique et notamment la délibération législative. Alors maintenant que nous avons identifié précisément la catégorie OSC, voyons quel rôle ces OSC jouent en lien avec les organisations internationales. Pour essayer de comprendre le rôle des OSC dans les organisations internationales, je crois qu'il faut distinguer le type d'intervention et la nature des interventions. Type des interventions, d'abord, forme d'intervention. Là aussi, le discours des organisations internationales est assez éclairant. Je reprends l'UNESCO, qui nous explique que allier son expertise et ses ressources à celles des ONG permettra à l'organisation de... Alors, il y a une longue liste, pas toujours très explicite. Je reprends un petit peu ce qui m'intéresse dans cette liste. Mettre en œuvre les programmes, activités de manière plus efficace et efficiente. Apporter son soutien à l'élaboration des politiques et des décisions de l'organisation. Renforcer la mise en œuvre et le suivi de ces cadres normatifs. Trois apports de la société civile, trois fonctions que remplit la société civile à l'égard des organisations internationales. J'aurais peut-être dû inverser d'ailleurs les deux premières. Commencer par apporter son soutien à l'élaboration des politiques et des décisions, donc fonction normative. Mettre en œuvre des programmes, renforcer la mise en œuvre et le suivi des cadres normatifs, fonction exécutive juridictionnelle, contrôle, juridiction. Mettre en œuvre les programmes activités de manière plus efficace et efficiente, là on est vraiment dans la fonction exécutive. Alors, autrement dit,
Et si on ramène ça justement à la théorie des fonctions sociales classiques, à laquelle on est tous familiarisés, on voit que les OSC sont considérés, dans le discours même des OI, comme participants à un éventail très large d'activités qui couvrent les fonctions normatives, préparation des décisions, etc., juridictionnelles et exécutives. Et si on regarde dans la réalité ce qui se passe, effectivement, et il y a pas mal d'études quand même sur la participation des OSC dans les OI qui nous montrent, qui donnent des illustrations très concrètes de participation des OSC à ces trois fonctions sociales. Participation à la fonction normative, les exemples sont multiples. Parfois, peut-être qu'on minimise même l'apport des ONG, notamment à la fonction normative au sein des organisations internationales. Pour beaucoup de projets qui sont aujourd'hui discutés dans les organisations internationales, les ONG sont parfois à l'origine, elles participent à la négociation et elles assurent ensuite le suivi et la mise en œuvre. Participation à la fonction juridictionnelle, là aussi on a beaucoup d'exemples, notamment à travers le concept de contentieux stratégique. Devant le Comité des droits de l'homme, nous avons par exemple beaucoup d'ONG qui portent des cas tests, au fond, qui sont des cas qui visent, au-delà du cas particulier qui est porté à l'attention du comité, à faire avancer l'interprétation du comité et au fond à faire avancer l'interprétation du droit. Participation à la fonction exécutive, là aussi, nous avons beaucoup d'exemples dans lesquels les ONG participent à la fonction de contrôle des organisations internationales, notamment en documentant des violations du droit international, en apportant à l'attention des organisations internationales un certain nombre d'informations. Encore une fois, dans ma pratique au Comité des droits de l'homme, c'est évident. Vous savez que lorsqu'un État est examiné dans le cadre de l'examen périodique des rapports universels, il y a immédiatement des ONG qui présentent ce qu'on appelle des rapports alternatifs, qu'on peut aujourd'hui d'ailleurs trouver sur le site, à côté des rapports de l'État, et qui viennent évidemment contredire et qui permettent aux experts de remplir leur mission, au fond, de la remplir mieux, en transformant l'examen en une sorte de débat contradictoire où l'État se voit opposer un certain nombre d'allégations qui sont présentées par les ONG et est appelé à présenter sa propre version des faits. Donc, un éventail extrêmement diversifié d'actions où les OSC se voient en fait reconnaître, comme d'autres acteurs, des compétences propres qui leur sont attribuées par les organisations internationales, ou plutôt que les organisations internationales, très souvent d'ailleurs, légalisent ou en tout cas reconnaissent, plus ou moins officiellement. C'est le cas par exemple pour les rapports alternatifs. Il n'y a rien dans le règlement des comités qui prévoit cette possibilité de rapport alternatif, encore moins dans le pacte international sur les droits civils et politiques. C'est un fait, d'une certaine manière, qui est enregistré par la pratique des organisations internationales. Nature de ces interventions, le discours des organisations internationales fait apparaître très clairement deux modèles qui correspondent très clairement à deux manières très différentes de conceptualiser la contribution des OSC aux travaux des OI. Un modèle consultatif et un modèle participatif. Alors le modèle consultatif, il correspond à ce qu'on pourrait appeler une conception instrumentale du rôle des ONG ou des OSC. Les ONG se voient accorder un statut, un accès, un droit de parole, un droit de participation, aux fins de servir les buts de l'organisation. Autrement dit, elles sont là parce qu'elles sont en mesure d'apporter une contribution utile qui va pouvoir être utilisée par l'organisation internationale pour réaliser ses propres fins. C'est une conception strictement instrumentale. Plus profondément, je crois qu'on pourrait dire qu'une telle conception consultative voit les ONG comme des personnes non autonomes, qui ne disposent pas de la qualité d'agents indépendants, d'agents rationnels, capables en tant que tels de participer à une prise de décision. Elles ne sont là d'une certaine manière que pour fournir une aide, une assistance à la prise de décision par l'agent rationnel qui se trouve matérialisé dans l'organisation internationale. Ce modèle consultatif, c'est le modèle qu'on pourrait appeler classique, parce que c'est le modèle
qu'on voit se matérialiser dès les débuts de l'Organisation des Nations Unies, notamment à travers l'article 68 de la Charte, et ensuite l'adoption du statut consultatif des ONG. Statut consultatif des ONG, c'est comme ça qu'il s'appelle, et il s'appelle d'ailleurs toujours comme ça. Pour s'en tenir à ce statut consultatif des ONG auprès du Conseil économique et social, il faut toutefois constater que dans la pratique, d'une certaine manière, la pratique a totalement dépassé la lettre du statut consultatif. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que dans la plupart des domaines de compétences du Conseil économique et social, les organisations de société civile ne jouent plus simplement un rôle consultatif. Elles ont un véritable rôle de participants, notamment pour ce qui est de la fonction normative. Mais aussi très souvent sur le terrain, dans les actions qui sont adoptées et mises en œuvre par les institutions spécialisées qui œuvrent dans les domaines de compétences du Conseil économique et social. La plupart des organisations et des institutions spécialisées aujourd'hui s'appuient sur le relais des organisations de la société civile sur le terrain. Par conséquent, il n'y a plus rien de consultatif. Il y a un véritable partenariat. Et d'ailleurs, l'idée de partenariat n'est pas là pour rien. Cette omniprésence du terme partenariat vient d'une certaine manière acter cette transformation au-delà du consultatif, du rôle joué par les organisations de la société civile. Alors face à ce modèle consultatif, on a vu émerger, depuis un certain nombre d'années, un autre modèle appelé participatif, en tout cas qui évoque la notion de participation. Donc au-delà de l'évolution de la pratique dans le cadre du statut consultatif officiel, il y a des statuts qui aujourd'hui s'appellent statuts participatifs. Et il y a eu d'ailleurs des transitions, il y a eu un certain nombre de transitions ou de modifications dans le courant des années 2000 en particulier, vers des statuts participatifs. C'est le cas par exemple au Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est passé d'un statut consultatif des ONG à un statut participatif des ONG, qui effectivement est en plus assez participatif, c'est pas uniquement se payer de mots, il y a effectivement vraiment une notion d'auto-organisation des ONG, de très grande latitude des ONG dans leur interaction avec le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe considère que les sociétés civiles fait partie ou composent une partie du quadrilogue qui anime les différentes institutions du Conseil de l'Europe. Alors, ces systèmes de participatifs, quant au mode de participation, justement, se caractérisent par, très souvent, la mise en place d'instances de délibération et ou d'instances de décision qui sont décloisonnées, inclusives, en ce sens où elles intègrent toutes les parties prenantes. Pour reprendre encore une fois, ça ne se limite pas aux OSC. Ce sont des instances qui intègrent toutes les parties prenantes à une certaine thématique, au fond, tous les acteurs qui ont quelque chose à dire, qui sont porteurs d'enjeux, qui sont porteurs d'intérêts, s'agissant d'une certaine thématique. Alors, il y a un certain nombre d'organisations de ce type qui sont d'ailleurs déjà assez anciennes. Je crois que une des premières de ce type, ça a été ONU-SIDA, le programme spécialisé des Nations Unies de lutte contre le VIH, qui a été mis en place dès 1996, qui est aujourd'hui considéré justement dans sa structure participative comme étant complètement dépassé. Mais enfin, c'était déjà un premier effort de structure inclusive, puisque l'organe de gouvernance de NUCIDA intègre 5 représentants d'ONG qui ont voix délibérative. Plus récemment, on peut citer pas mal d'organisations, notamment dans le domaine de la santé, qui ont cette structure participative, notamment par exemple le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui se présentent d'ailleurs comme un partenariat public-privé au niveau mondial, destiné à collecter et allouer des ressources supplémentaires pour prévenir et traiter le VIH-Sida, et qui est dirigé par un conseil d'administration réunissant gouvernements donateurs et récipiendaires de l'aide, la société civile, le secteur privé, les fondations privées, et qui, c'est intéressant, donne là aussi droit de vote, droit de délibération et droit de vote à toutes les constituencies qui composent ce conseil d'administration.
Une autre variante de ce modèle participatif, qui je crois est particulièrement, enfin, qu'à mon sens, je trouve presque plus intéressante, d'ailleurs, en ce sens où elle a cet avantage de ne pas avoir ce risque de phagocyter, d'une certaine manière, et de neutraliser la capacité critique des organisations de société civile. Ce sont les modèles dans lesquels une organisation de la société civile est attachée de manière pratiquement institutionnelle au fonctionnement d'une instance de gouvernance, au fonctionnement des institutions qui promeuvent ou qui supervisent l'application d'une convention. Encore une fois, il y a un exemple très classique, mais il y en a d'autres, c'est la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles. On sait que la campagne internationale pour interdire les mines antipersonnelles, qui est une ONG, a un rôle qui est pratiquement consubstantiel qui est pratiquement consubstantiel du fonctionnement du mécanisme de supervision de la Convention, notamment à travers le rapport annuel sur l'Observatoire des mines. Et depuis peu aussi, enfin depuis quelques années, la campagne a aussi pris en charge la supervision de la Convention sur les bombes à sous-munitions selon le même type de modalité. Autre exemple, en passant en droit de l'environnement, la Convention sur les espèces menacées avec le rôle de l'ONG Trafic, qui là aussi joue un rôle très important dans le fonctionnement même de la supervision de la Convention. Alors la difficulté avec ce nouveau modèle est qu'il n'est pas articulé conceptuellement, encore moins je dirais que l'autre. Il y a une évolution dans la pratique, mais il n'y a pas de cadre conceptuel proposé par les organisations internationales. La notion de partenariat elle-même, qui sert très souvent à désigner ces nouvelles formes d'interaction entre OSC et OI, est rarement justifiée et explicitée en tant que telle. Ou alors, si elle l'est, on retombe très souvent dans des explications du type instrumental, qui servent aussi de justification au modèle de consultation. À savoir qu'en faisant participer les ONG et les OSC, les OI contribuent au rayonnement et à la réalisation de leurs objectifs. Bon. On sent pourtant qu'au-delà de cette explication un peu basique, au-delà de cette recherche d'une forme plus efficace d'instrumentalisation des OSC au bénéfice des OI, il y a probablement une justification autre à ce transfert, à cette création du modèle participatif qui succède au modèle, ou en tout cas qui se superpose au modèle consultatif. Et c'est là, à mon sens, où on peut parler effectivement d'un impensé qui convient de mettre à jour pour essayer de partir à la recherche du modèle théorique le plus approprié. Alors, j'en viens donc à la deuxième partie de mon exposé, qui sera un peu plus courte que la première, je vous rassure tout de suite. Quand je parle d'impensé, je ne dis évidemment pas qu'il n'existe pas aujourd'hui de travaux de doctrine très savants qui cherchent à conceptualiser le rôle de la société civile dans les organisations internationales. Il y en a de nombreux. Ce dont je parle ici, c'est d'impensé de la pratique des organisations internationales, d'impensé de la part des organisations internationales elles-mêmes, qui génèrent un discours sur la société civile. On l'a vu par exemple avec le tentative de définition assez profonde de l'UNICEF, mais qui ne génère pas de justification d'un concept plutôt qu'un autre, du choix du thème de la participation plutôt que du thème de la consultation. Alors, comment expliquer cette impensée ? Probablement beaucoup de facteurs, il faudrait évidemment approfondir. Je vais essayer d'avancer au fond une explication, et cette explication, c'est qu'à mon sens, les États et très souvent les organisations internationales, les personnes qui travaillent au sein des organisations internationales, restent prisonniers d'une théorie classique du droit international qui n'est plus adaptée pour décrire le phénomène que l'on appelle en général processus de globalisation, que j'appelle aussi, pour ma part, dans le cadre des travaux dont Laurence Boisson de Chazourne a parlé tout à l'heure, processus de transition cosmopolitique. Alors, je vais, sans trop approfondir ce thème, essayer de revenir rapidement sur peut-être un aspect particulier de ce processus de globalisation, qui, à mon sens, donne sa raison d'être au phénomène de participation des OSC. Expliquer ensuite pourquoi la théorie classique est inadaptée, ce qui m'amènera
peut-être à rechercher une ou des théories alternatives, en tout cas à peut-être ébaucher quelques pistes. Alors d'abord, une réalité au fond et une caractéristique du phénomène du processus de globalisation ou de transition cosmopolitique, ça tombe sous le sens, il n'y a rien de révolutionnaire à le dire, c'est le développement spectaculaire des activités des organisations internationales dans la deuxième partie du XXe siècle et dans cette première partie du XXIe siècle. Il y a une augmentation exponentielle de l'activité des organisations internationales. Là en plus, c'est un fait là aussi, c'est un fait qui serait difficile de nier. Ces développements aboutissent évidemment à des transferts de compétences explicites pour certains, implicites pour d'autres. Et ceci dans un nombre toujours plus nombreux de domaines de la vie sociale. Les organisations internationales, aujourd'hui, n'interviennent plus uniquement sur la question des postes et des télécommunications ou du travail, par exemple, mais dans un nombre toujours plus nombreux de domaines, en réalité pratiquement dans tous les domaines de la vie sociale, ce qui les amène à générer un certain nombre de normes et également à mettre en œuvre un certain nombre de programmes internationaux en relation avec les États. Alors, cette augmentation des transferts de compétences dans un nombre toujours plus nombreux de domaines de la vie sociale peut générer, à tout le moins, la perception, voire la réalité, d'une perte progressive de maîtrise de la part des États sur l'élaboration des normes et sur la mise en œuvre des normes. Le problème, c'est que de tels transferts posent inévitablement, dans tous les pays qui soient démocratiques ou pas d'ailleurs, parce que ce n'est pas seulement une question de démocratie, c'est aussi une question d'autodétermination, ces transferts posent inévitablement la question de la participation au sens de la garantie d'une autodétermination, d'une capacité de maintien d'auto-législation, d'acceptation des normes qui vous sont appliquées, argument qu'on entend parfois de manière raisonnable et parfois de manière moins raisonnable, notamment dans les discours des populistes qui se servent de cet argument des transferts de compétences, de cette dépossession des États de leur pouvoir normatif pour contester la légitimité des organisations internationales. Du point de vue des organisations de la société civile elle-même, la demande d'accès et de participation aux activités des organisations internationales, qui est somme toute assez récente. J'évoquais tout à l'heure le Big Bang des ONG en début des années 90. Cette demande correspond à une perception, un sentiment, selon laquelle les décisions qui affectent notre vie quotidienne ne sont plus aujourd'hui seulement prises à l'échelle nationale et dans les cadres nationaux, mais sont également prises, adoptées et mises en œuvre par des organisations internationales. D'où la nécessité, les organisations de la société civile, au fond, recherchent des points d'appui, des points sur lesquels elles peuvent influencer les décisions, elles recherchent les lieux de pouvoir, d'où le Big Bang des ONG, d'où le fait que les ONG viennent aux organisations internationales. Ce ne sont pas les organisations internationales qui appellent les ONG, ce sont les ONG qui viennent dans les organisations internationales, même parfois lorsqu'elles n'y sont pas acceptées. Ce sont elles qui restent dans les couloirs pour faire du lobby, même lorsqu'elles n'ont pas le droit de rentrer dans la salle, parce qu'elles ont la perception, elles ont le sentiment que les vrais enjeux qui affectent les destins des personnes qu'elles représentent, ou en tout cas qu'elles prétendent représenter sur le terrain, sont en réalité décidés au sein de ces organisations internationales. Par ailleurs, ces ONG perçoivent aussi, dans cette augmentation du pouvoir des organisations internationales, parfois une possibilité de contre-pouvoir par rapport à l'État, voire de recours contre un État oppressif, contre un État persécuteur, dans le sens où elles ont la possibilité de faire jouer la voix de l'organisation internationale pour faire pression sur leur propre État. Et là, vous voyez tout un processus de transnationalisation qui est très important, en ce sens où il nous amène à ouvrir notre perspective et à nous défaire progressivement de la perspective classique de la séparation des deux sphères internationales et internes.
Autrement dit, ce mouvement vers la participation provient d'une préoccupation authentiquement démocratique au sens large, au sens où la notion de démocratie renvoie à la conception de l'autonomie et à la conception de l'autolégislation. Je dois pouvoir me penser moi-même en tant que destinataire de la norme, en même temps comme étant son auteur. C'est ça le principe d'autolégislation tel que reformulé, en tout cas par Habermas, mais autrefois il avait été reformulé, en tout cas aussi par Kant et par Rousseau. Je dois pouvoir, par conséquent, contribuer à la conception et la mise en œuvre des normes afin de pouvoir effectivement me penser comme l'auteur de la norme en même temps que son destinataire, afin de pouvoir satisfaire ce cœur du principe démocratique que constitue le principe d'autolégislation. Alors, face à cette évolution, à cette caractéristique du processus de globalisation, la théorie classique a des problèmes, a de graves problèmes. Alors, elle a beaucoup de problèmes, je ne peux pas tous les énoncer, je vais énoncer simplement deux objections, ce ne sont pas des objections, en tout cas deux obstacles auxquels la théorie classique du droit international me paraît se heurter lorsqu'elle cherche à expliciter ou à donner des réponses à ce processus, à cet aspect du processus de globalisation qui touche à la question démocratique. Premier obstacle, la théorie classique du droit international comporte des limites insurmontables quant à sa théorie de la subjectivité. Seuls les États sont les sujets originaires du droit international, donc les autres acteurs, organisations internationales et individus ou autres, ne sont que des sujets dérivés auxquels les États accordent des droits par l'intermédiaire de conventions internationales en faisant usage de leur volonté. On connaît l'histoire. Par conséquent, il y a dans le récit et dans le discours de la théorie classique une négation en soi de la subjectivité autonome des acteurs privés qui ne correspond plus au constat que nous faisons aujourd'hui de l'autonomie précisément dont font preuve ces acteurs privés au sein des organisations internationales. D'autre part, la théorie classique, deuxième problème, à mon avis insurmontable, la théorie classique présente également une limite sur le plan de la théorie constitutionnelle, qui privilégie l'idée d'un processus de formation des normes prenant place dans le cadre d'institutions dont la légitimité est fondée sur la représentation. La représentation reste, sur le plan international, si ce n'est sur le plan interne, le paradigme fondamental sur lequel on va fonder la légitimité à la participation. Vous savez bien qu'aujourd'hui, sur le plan interne, dans les démocraties modernes, à tout le moins, ce qu'on peut appeler le paradigme de la représentation, notamment de la démocratie représentative, est largement battu en brèche, justement en mettant en avant d'autres conceptions de la démocratie, des conceptions délibératives ou participatives de la démocratie, qui mettent l'accent sur le fait qu'une démocratie, et donc le principe d'autolégislation, ne saurait se réaliser uniquement à travers l'exercice par le citoyen de son droit de vote. En réalité, la démocratie implique aussi l'exercice par le citoyen de ses libertés, et notamment de ses libertés politiques. Sur le plan international, malheureusement, on en reste encore à un paradigme extrêmement classique, qui est celui de la représentation, et en vertu duquel l'État est considéré comme étant le seul habilité à représenter ceux qui, par ailleurs, n'existent pas au regard du droit international, que sont les individus, les sujets de droit interne, comme dit la théorie classique du droit international. Puisque nous ne sommes pas des sujets au regard du droit international, selon la théorie classique, nous ne sommes que des sujets de droit interne. Nous n'existons pas au regard du droit international, nous n'existons que médiatement à travers l'État qui peut, dans sa grande mensuétude, éventuellement nous protéger selon le mécanisme condescendant et paternaliste de la protection diplomatique. Alors, on comprend mieux, à la lumière de cette thèse, le reproche régulièrement adressé aux organisations de la société civile de ne pas pouvoir prétendre accéder aux organisations internationales faute de représentativité. On dit, au fond, que font les ONG dans cette instance où seuls les États ont la légitimité, puisque seuls, eux, sont représentants, soi-disant, de leur peuple. Donc les organisations de la société civile n'ont pas leur place dans la délibération internationale. Donc deux obstacles qui me paraissent tout à fait insurmontables, qui appellent par conséquent à essayer de trouver des théories alternatives. Et là, je vais évidemment ne faire que lancer quelques pistes, et puis on pourra, si vous voulez, y revenir dans la discussion.
pour parvenir à comprendre et conceptualiser l'intervention des organisations de la société civile dans les organisations internationales, il nous faut essayer de recourir à un modèle théorique différent qui soit en mesure de prendre en compte la réalité du processus de globalisation tel que j'ai décrit tout à l'heure, du processus de transnationalisation aussi, la problématique démocratique que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire au fond la recherche de réalisation du principe d'autolégislation au sein même des organisations internationales. Les organisations internationales décident pour nous, comment faisons-nous pour rendre légitimes les décisions que les organisations internationales prennent pour nous. Aujourd'hui, l'article 25 du Pacte international sur les droits civils et politiques, dont le Comité des droits de l'homme assure la supervision, reconnaît le droit à la participation aux affaires publiques, et ce droit à la participation aux affaires publiques, aujourd'hui, ne peut plus être interprété uniquement comme se limitant à la sphère interne. Il doit être interprété comme offrant un droit à tout et à chacun, à nous tous, en tant que citoyens, d'intervenir dans les affaires publiques telles qu'elles sont décidées, telles qu'elles sont mises en œuvre par les organes internationaux, non nationaux ou supranationaux, comme on voudra. Alors, comprendre et conceptualiser l'intervention des OSC exige donc, pour reprendre au fond les deux obstacles que j'ai cités de la théorie classique, d'abord d'avoir une théorie qui permette de comprendre le fonctionnement de ce qu'on appelle un système multiniveau. Ce que certains appellent un système multiniveau, ce n'est pas forcément le concept que j'utiliserai, moi j'utilise plutôt des concepts qui sont tirés de la théorie de la fédération, mais un système multiniveau, c'est-à-dire au fond un système dans lequel les différents acteurs à différents niveaux, intervenant à différents niveaux, se voient attribuer différentes compétences en vue de la réalisation d'un but commun. Donc pas simplement les États, mais aussi des organisations de société civile, des entreprises, etc. C'est ce qui se passe en réalité dans ces organes décloisonnés. On a des acteurs qui interviennent sur le plan de la délibération, de la gouvernance de l'organe, et qui ensuite interviennent sur le plan régional, sur le plan local, dans des processus de mise en œuvre, des processus de délibération, etc. Ils se voient reconnaître un certain nombre de compétences. Cette diffusion, au fond, du pouvoir à différents niveaux, on ne peut pas la penser avec la théorie classique. On a besoin d'une théorie qui nous permette de penser cette gouvernance multiniveau. Par ailleurs, comprendre et conceptualiser l'intervention des OSC exige aussi d'avoir une théorie alternative au modèle représentatif, dont j'ai souligné les limites, et qui nous permette de situer le lieu de la formation générale, non pas dans un organe représentatif, mais ailleurs, dans ce que Jürgen Habermas appelle notamment l'espace public, qui est précisément le lieu d'intervention des organisations de la société civile. Et à cet égard, il me semble que des outils utiles peuvent être trouvés dans la théorie de la démocratie délibérative, qui nous permet, à mon sens, de réfléchir à l'élaboration d'un droit global sans souverain, sans transposition au fond du modèle étatique à l'échelle internationale. Il ne s'agit pas d'ériger un souverain à l'échelle internationale, il ne s'agit pas, dans le projet cosmopolitique par ailleurs, de créer un État mondial. J'entends souvent dire le cosmopolitisme c'est un État mondial, c'est absolument faux. Aucun défenseur du cosmopolitisme n'a jamais défendu la création d'un État mondial. Il s'agit en revanche de reconnaître l'existence et de susciter la structuration d'un espace public de discussion à l'échelle globale, organisé autour d'un certain nombre d'institutions qui permettent aux idées, aux contributions de diverses natures, de circuler et d'être librement discutées. Alors si on prend la peine de se placer dans le cadre de cette théorie délibérative, les questions ressassées de la légitimité des organisations de la société civile prennent un nouveau sens. Dans le modèle fondé sur la souveraineté, on était dans l'impasse, car il était de toute évidence impossible d'établir la légitimité d'acteurs autres que l'État. Dans le cadre du modèle de la discussion, la légitimité à la participation des processus politiques n'est plus fondée ni sur l'autonomie politique, ni nécessairement sur la représentativité, mais sur d'autres critères de légitimité, les fameux critères de légitimité ou les fameuses légitimités différenciées auxquelles on a vu les organisations internationales réfléchir dans leur discours. Donc, autrement dit, la question aujourd'hui n'est plus de savoir
si les groupes de la société civile doivent ou non participer à la délibération sur le plan international. Ce serait à mon sens ridicule de raisonner de cette manière, puisque c'est une réalité sociologique qu'il faut bien prendre en compte. La question, c'est plutôt de savoir quels sont les acteurs qui peuvent légitimement prétendre à participer à quel type d'activité et selon quelle modalité. C'est ça la question que l'on doit se poser. Certains acteurs ont certaines légitimités qui leur permettent, par exemple, de participer à une activité normative, mais pas nécessairement de participer à une activité de mise en œuvre sur le terrain. Et donc il y a des différenciations à cet égard à opérer entre différents types de légitimité à participer à différents types de fonctions. Répondre à cette question, c'est important pour des raisons théoriques, c'est important pour des raisons de connaissance, évidemment. C'est important aussi, et j'insiste là-dessus, sur le plan pratique. Sans bonne conceptualisation, pas de bonne réglementation. Or, nous ne parviendrons pas à mettre en place des institutions de gouvernance globale performantes sans statut performant de la société civile. À l'heure actuelle, les États sont essentiellement réactifs, avec un réflexe très souvent de défense du précaré, en se fondant sur une théorie dépassée de la représentativité, en se considérant comme étant les seuls représentants authentiques des personnes privées, avec pour conséquence très souvent une dégradation du statut de la société civile et par conséquent une dégradation aussi des travaux des organisations internationales. Il y a quelques années, j'avais fait une enquête sur le rôle des GONGOs, des Governmental NGOs, des organisations gouvernementales, non gouvernementales, au sein de la commission, ce qui était alors la Commission des droits de l'homme, aujourd'hui le Conseil des droits de l'homme. Il y a une double stratégie à la fois d'entrisme de la part d'un certain nombre d'États qui font entrer leurs ONG qui défendent leurs intérêts dans le système, et en même temps de répression systématique de la liberté d'expression des ONG qui font usage de leur liberté d'expression. Aujourd'hui, cette situation s'est empirée, faute pour les États d'avoir répondu à la situation, au problème, et notamment d'avoir réformé ce qui devait être réformé depuis longtemps, qui est le comité des ONG qui siège à New York et qui sélectionne les ONG qui ont accès au statut consultatif. Avec pour résultat que le statut consultatif est devenu moribond, il n'a plus aucune signification, en tout cas il perd de sa signification et de sa légitimité. Les travaux du Conseil des droits de l'homme sont devenus invivables, avec des responsables d'ONG qui prennent la parole 10 fois dans une séance pour parler d'une seule situation, au nom de 10 ONG différentes. Cherchez l'erreur. Et avec cet effet, par ailleurs induit, que les ONG, d'un discours délégitimant des ONG, qui est porté par un certain nombre d'États, qui profitent de ce désordre induit pour mettre en cause la participation des ONG qui participent de manière effective aux travaux des organisations internationales. Donc, autrement dit, la question du statut de la société civile fait partie de ces chantiers cosmopolitiques auxquels il est urgent de s'attaquer et de s'atteler en vue d'y apporter une réponse. Je vous remercie beaucoup de votre attention.